Donc pour ça, je vais utiliser un cas, un cas de mon expérience personnelle dans mon expérience précédente. Et ensuite, je vais essayer de parler comment planifier la transition, travailler la roadmap, et je vais synthétiser tout ça. Et ensuite, on fera une séance questions-réponses live. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous présenter Bill. Donc, Bill, il est IT Capacity Manager dans une compagnie aérienne et il a plusieurs contraintes. Donc, son travail, c'est de prévoir l'usage et le workload de son infrastructure. Et donc, c'est lui qui va devoir décider soit d'acheter, soit de vendre des équipements en termes de serveurs. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué et peut s'avérer parfois très stressant, surtout à l'heure actuelle où on a des contraintes financières importantes et le management a souvent des attentes très compliquées. Alors bien sûr, notre ami Bill, il doit prévoir. Alors il a plusieurs choses à prendre en considération. Il a les stress de son infrastructure qui sont connus. Par exemple, vu qu'il est dans une compagnie aérienne, il sait que les gens vont plus utiliser son website ou son application à Noël ou pendant l'été. Mais c'est toujours incertain pour lui de prévoir quand est-ce que l'équipe marketing va faire une promotion et va ce qui va amener beaucoup de trafic sur son infrastructure. Et du coup, il va falloir qu'il prévoit en conséquence. Donc, maintenant, on va attaquer le point comment le cloud peut aider Bill. Alors, on divise les intérêts du cloud en 4 grands points. Donc, il y a une partie business, il y a un aspect technique, il y a un aspect humain et il y a un aspect financier. Pourquoi tout ça? Parce que en termes de business, l'une des problématiques, c'est business, c'est de toujours rester au devant de ses compétiteurs. D'un point de vue technique, on est dans une ère où les stacks techniques évoluent tous les jours. Tous les jours, on a de nouveaux frameworks, des nouveaux langages. Donc, les développeurs doivent s'adapter et toute l'entreprise doit s'adapter aux nouvelles technologies. Sinon, on court le risque que le compétiteur s'adapte avant nous. D'un point de vue humain, je parlerai du phénomène DevOps plus en détail et comment le gérer en termes de management. Et pour ce qui est de la finance, on est dans une ère où l'argent est de plus en plus important, où on doit réduire les coûts et le cloud fait partie d'une des solutions pour réduire les coûts. Donc, on va s'attaquer un par un à cette problématique et on va commencer par la problématique business. Alors, reprenons l'exemple de Bill. Bill, un de ses problèmes, enfin, c'est pas un problème, mais en termes business, on doit amener des nouvelles fonctionnalités aux clients et comment on les amène. Donc, souvent, ça prend beaucoup de temps entre le temps qu'on passe dans la salle de réunion à prendre la décision et le temps que le client voit l'impact, enfin, voit cette, cette feature, par exemple, il se passe souvent beaucoup de temps. Donc, dans une entreprise classique, on va dire waterfall classique, ça va être de l'ordre du mois, voire de 2, 3 mois. Et ça, c'est quelque chose que le cloud veut réduire et on veut réduire ce temps entre la décision et le temps que le client voit voit la feature. Il y a aussi un problème, un changement qu'on voit, c'est l'aspect de comment on délivre le produit. Là, je vais vous poser une question à tous. C'est, est-ce que vous connaissez la version de Gmail que vous utilisez? Probablement pas. Et pourtant, ils font des mises à jour plusieurs fois par jour, des fois. Et ça, c'est parce qu'on est dans une ère où les utilisateurs ne veulent plus avoir à se préoccuper des, des versions qu'ils utilisent. Ils veulent profiter d'un produit qui marche, donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, ils veulent juste s'émerveiller quand il y a une nouvelle feature ou quand il y a une nouvelle interface. Et ça s'appelle l'agilité. Donc l'agilité, c'est un des points clés du cloud qui va favoriser l'adoption du cloud. Pour autant, on a affaire à des clients qui sont de plus en plus exigeants. Et pour ce faire, on est un petit peu le auteur de notre propre malheur parce que
On a habitué les utilisateurs à avoir une installation facile, à avoir une utilisation facile, et ça tout le temps. Donc ça, je pense majoritairement à des applications comme Instagram, Snapchat ou même Facebook, où maintenant tout est simple d'utilisation. Donc pour ça, les clients attendent une qualité de service très importante. Et ça m'amène au point d'après, qui amène le fait d'être toujours disponible, d'avoir un système qui n'est jamais en panne. Imaginez si vous vous connectez, vous cliquez sur l'icône Gmail de votre smartphone et vous voyez un message qui dit ah ben, notre système est down et pendant 2 minutes, et ça plusieurs fois par semaine. Ça vous serait très très ennuyeux. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un système qui marche 24 heures sur 24, et ça 365 jours de l'année. Et on ne peut pas supporter aucun downtime, et le cloud répond parfaitement à cette problématique, parce que si vous avez un problème sur un data center, eh ben, vous allez passer sur un autre data center qui, lui, est en bonne santé. Donc ça, c'était pour l'aspect business, mais derrière l'aspect business, il y a forcément des contraintes techniques. Donc on va les aborder maintenant. Et j'ai une autre question pour vous. Imaginez qu'on est vendredi soir, et quel est votre processus en place si vous avez un incident de sécurité zéro qui se produit? Alors ici, on a Bill qui appelle son meilleur développeur, qui possède toute la connaissance du système. Et pour ceux qui ont lu le livre de Phoenix Project, donc ce serait l'équivalent de Brent, ça c'est pour les plus techniques d'entre vous, et on appelle ça un single point of failure. Donc, en fait, vous avez quelqu'un qui a toute la connaissance du système, et c'est un humain. Alors, ça veut dire que si cette personne s'en va, vous perdez toute sa connaissance. Donc, vous avez un risque sur ce point-là. Et le cloud, c'est aussi réduire le risque. Parce que on est dans un monde où les gens vont et viennent euh, dans leurs entreprises. Donc, cette personne est peut-être là pour encore 2 mois, peut-être 2 ans, mais ça, vous ne le savez pas. Donc, il y a un intérêt d'automatiser votre solution pour des réponses prédéfinies par rapport à des cas que vous avez déjà définis. Donc, un des scénarios les plus classiques qu'on a avec nos clients, c'est le cas une base de données qui tombe. Alors là, ce serait bien que vous ayez, au lieu d'appeler votre meilleur développeur le samedi soir ou le dimanche ou quand il est en vacances pour le forcer à revenir au travail ou à se connecter sur le système depuis chez lui, c'est très intéressant d'avoir un système automatisé qui va s'auto-réparer. Donc, par exemple, vous avez un problème sur la base de données de votre serveur dans le New Jersey ou à Paris, eh ben, un problème est déclaré, le système le détecte presque en temps réel, et il va directement renvoyer tout le trafic, par exemple, de votre website sur le data center qui est côte ouest aux États-Unis. Du coup, ça donne vraiment une sécurité. Vous réduisez le facteur humain d'erreur, et ça a vraiment un intérêt business. Donc, on vient de parler de réduire le facteur humain, et c'est parce qu'en fait, le cloud répond à un besoin d'automatisation. Donc, pour automatiser le système et les réponses, on fait beaucoup l'usage d'API. Donc, ça s'intègre parfaitement dans un système de disaster recovery, ou alors dans une stratégie multi-cloud. Donc, pour de la redondance de données, donc c'est-à-dire copier vos données automatiquement, et aussi dans le processus de disaster recovery. Maintenant qu'on a abordé l'aspect technique, il y a forcément un aspect humain derrière tout ça, qui fait assez peur, parce que le cloud, en fait, a une connotation de couper des jobs. Et en fait, on voit une nouvelle philosophie qui arrive dans les entreprises, qui est la philosophie DevOps. Et je vais vous montrer une petite image, et je vous demande si ça vous paraît familier. Je vais juste poser une seconde.
Donc, si ça, dans les grosses entreprises, plutôt, vous allez plus voir ça dans les grosses entreprises que dans les startups, mais si ce cas de figure vous paraît familier, c'est qu'il y a un grand besoin de passer à un système DevOps. Donc, le DevOps, c'est vraiment l'idée est de faire le pont entre les équipes développement, les équipes Ops et les équipes business. Alors, vous réduisez les process et donc vous réduisez les coûts parce qu'il y a un temps de charge en termes humains qui va être réduit. Pour la petite histoire, HSBC, en 2010, a embauché plus de développeurs que Google. Alors, en fait, ils ont compris que même s'ils étaient une banque, ils avaient besoin de systèmes IT robustes et qu'en fait, ils avaient besoin d'une bonne infrastructure. Et ça, c'est un des éléments très sous-estimés, c'est-à-dire que même si votre compagnie, votre entreprise, elle n'est pas forcément sur le domaine du online, eh ben, en fait, elle devra quand même s'appuyer sur de fortes bases techniques. Et vous avez peut-être, même si vous êtes dans la banque, par exemple, vous avez besoin d'un site internet ou vous avez besoin d'une application. Et vous ne voulez pas que vos, vos utilisateurs ils aient un message qui dit bah, vous allez consulter vos comptes en banque dans 2 minutes. Parce que là, on est down. Donc, le cloud répond très bien aussi aux, aux nouvelles demandes humaines. En termes de finances, passer au cloud a certainement un impact positif, surtout pour les petites entreprises. On va voir pour le détail des entreprises, mais prenons un exemple. Donc là, on a Bill à droite qui est en train dans son data center, qui revoit ses serveurs, et à gauche, on a la capacité de ses serveurs en fonction du temps. Et en rouge, en fait, c'est plutôt ce qui se passe en temps réel, c'est-à-dire, enfin, pas en temps réel, mais l'usage réel. Parce que on peut rajouter des serveurs autant qu'on veut, mais c'est très dur de prédire l'usage au final. Donc, quelle conclusion peut-on tirer de cette courbe? Donc, la première, c'est qu'il y a deux phases. Une phase où son infrastructure est sous-utilisée. Donc, l'état de son système est bon, toute l'expérience utilisateur est bonne. En revanche, ce qu'il a, c'est qu'il est en dessous de sa capacité. Donc, c'est-à-dire qu'il loue de la place pour ses serveurs et il utilise de l'électricité pour alimenter ses serveurs dont il n'a pas besoin. Donc là, il pourrait se poser une question simple, c'est est-ce que je dois vendre? Mais si vous vendez des serveurs, eh ben, il faut être sûr de ce que vous faites. Parce que si vous êtes après dans un cas comme le cas en jaune qui vient d'apparaître, où la capacité demandée de votre infrastructure est supérieure à ce que vous pouvez pourvoir, eh ben, votre système est inaccessible. Donc, c'est dans ces cas-là que vous avez la page erreur 504, erreur 502, database failure, des choses comme ça. Et l'effet négatif direct, c'est des clients mécontents. On ne sait pas ce que vous voulez. Donc, si quand on est dans ce cas-là, Bill pourrait se demander, il faudrait que j'achète des serveurs. Mais le problème d'acheter des serveurs, c'est que c'est souvent une route assez longue, dans le sens où, pour les personnes qui sont dans les plus grosses entreprises qui nous écoutent, entre le temps de déclarer le fait qu'on n'a pas assez de serveurs, avoir les gens, ceux qui prennent les décisions dans la même pièce, avoir toutes l'approbation de tout le monde pour commander le matériel, recevoir le matériel, avoir quelqu'un qui vienne vous installer le matériel dans votre data center, une autre personne qui vienne installer tous les softwares, etc., sur le data center, tester cette solution et ensuite passer live. Donc là, si vous êtes dans une bonne entreprise, c'est entre 3 et 6 mois et c'est pas rare de voir que ça prend jusqu'à 9 mois. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Une des solutions adoptées par beaucoup de personnes de plus en plus actuellement, c'est de passer à un cloud provider. Donc, c'est ce qu'on fait à Outscale. Et le principe d'utiliser un cloud provider, c'est que
votre demande, on match complètement la demande par rapport à votre demande. C'est-à-dire que vous allez scale up et scale down en fonction de l'usage de votre infrastructure. C'est-à-dire que vous avez un jour besoin de 3 serveurs, on va vous donner 3 serveurs. Si demain vous avez besoin de 6 serveurs, on va vous donner 6 serveurs. Si demain, après, vous avez besoin que de 3 serveurs, eh ben, on va redescendre et vous redonner à 3 serveurs. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous ne payez que ce que vous utilisez. Et c'est pour ça que ça a un intérêt financier important. Je vais en parler juste après. Donc c'est ce qu'on appelle dans le cloud, c'est que c'est on demand. Et donc, ça scale avec vous. Donc, c'est très scalable. Et quand vous utilisez des cloud providers, vous n'avez plus à vous soucier du fait d'avoir ou de ne pas avoir assez de ressources en termes de serveurs. Donc, on va considérer que Bill a décidé de passer au cloud. Donc, qu'est-ce qui se passe pour sa facture? Donc, on a vu que c'était on demand, donc c'est du pay-per-use. Donc, le nombre de serveurs qu'il va utiliser, ça va être exactement le nombre de l'argent qu'il va dépenser. Donc, on reprend, ça c'est son ancienne capacité serveur en fonction du temps, la ligne avec des tirets. Et la ligne rouge, c'est maintenant ce qu'il utilise sur le cloud. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? Premièrement, on remplace le nombre de serveurs par le nombre par le dollar, parce que c'est du pay for what you use. Ensuite, on voit une espèce de bulle au début, donc ça s'appelle en anglais, on l'appelle the bubble. Et cette bubble, ça représente la transition au cloud. Donc, cette transition au cloud peut prendre entre 3 et 12 mois. Et on voit clairement que passer au cloud, c'est dépenser de l'argent à court terme pour économiser sur le long terme. Parce que au début, vous allez peut-être avoir votre data center personnel plus l'infrastructure cloud, plus vous allez peut-être devoir faire des trainings pour votre team. Mais sur le long terme, on voit très bien que ça va aller en réduisant en termes de coûts. Donc, si on doit résumer sur la partie financière, on parle vraiment de dépenser à court terme pour économiser sur le long terme. Donc, c'est la bulle qu'on a vue. On parle de coûts opérationnels et en fait, vous louez des ressources quand vous en avez besoin. Donc, ça, c'est le on-demand dont je parlais. Et ça va amener un meilleur retour sur investissement. Et notre ami Bill, ce qu'il a, c'est qu'il a une meilleure visibilité sur sa consommation. Donc, il peut parler au pôle comptable, il peut vraiment leur dire, bon, bah, je vais avoir besoin de ça, plus ou moins. Et le management peut mieux prévoir ce qui va se passer dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un grand avantage. Maintenant, je vais parler de quand vous avez décidé de passer au cloud, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, j'ai travaillé dans mon ancien travail, je travaillais sur la migration cloud de Moody's, une grande institution financière, et ils avaient plusieurs data centers et il fallait les mettre dans le cloud. Donc, ce que je pourrais vous dire, ce serait d'être agile. Donc, bon, beaucoup de compagnies sont agiles maintenant en termes de développement, mais ce que j'entends par là, c'est vraiment aller petit à petit, c'est-à-dire environnement par environnement. Il ne faut pas espérer développer pendant 2 ans une solution qu'on va appuyer sur le bouton et qu'on va être dans le cloud. Ça va pas marcher. Il faut vraiment y aller petit à petit. Il y a une courbe d'apprentissage. Vos développeurs vont avoir besoin d'apprendre le cloud, de s'adapter aux nouveaux concepts pour certains, et vraiment ne pas vouloir aller trop vite parce que souvent on tombe de très haut. Donc je venais d'aborder la préparation de l'équipe. Donc il va falloir le prévoir d'un point de vue psychologique et d'un point de vue technique. D'un point de vue psychologique, donc les gens ont peur du cloud, ils ont peur que ça que ça tue des jobs et en fait ça ne fait que les remplacer. On a besoin de ces personnes, mais pour faire des choses différentes. Donc il va falloir donner des trainings pour votre équipe et peut-être considérer obtenir de l'aide extérieure. Donc il y a 2 moyens d'obtenir de l'aide extérieure. Donc par exemple, à Outscale, on propose des professional services, donc on aide les entreprises à migrer au cloud, mais aussi peut-être embaucher quelqu'un
qui connaît tous les concepts du cloud et qui va pouvoir donner son savoir au reste de l'équipe. En termes de recrutement, quand à l'époque vous auriez recherché des sysadmins avec des compétences de database, par exemple, maintenant vous allez plus rechercher des développeurs avec des capacités de scripting et d'automation. C'est ce qu'on appelle un DevOps, tout en ayant des compétences en termes de database. Donc, at Outscale, en termes de roadmap, on divise la roadmap en 3 grandes parties. Donc, il y a Plan, Migrate et Run. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans la partie planning, on va définir les raisons pour lesquelles vous passez au cloud et on va préparer l'équipe à la migration en termes de niveau technique. Ensuite, on va migrer. Donc, ça veut dire qu'on va préparer la migration et on va mettre en place un disaster recovery. Donc, simplement, un exemple simple, ce serait par exemple, vous avez un problème sur votre data center côté à Paris, vous passez sur votre data center en Chine s'il y a un problème. Alors, il y aura des problèmes peut-être de latence, mais ce qui est important, c'est d'assurer une continuité de service. Ensuite, on va implémenter la solution et quand on va implémenter la solution, ce dont on va faire bien attention, c'est d'avoir un rollback plan, c'est-à-dire qu'on va repasser s'il y a le moindre problème, qu'on ait quand même une solution pour revenir en arrière. Et puis, c'est ce que je disais, aller one step at a time et être vraiment aller petit à petit. Ce que vous voulez migrer va fortement impacter la roadmap. C'est-à-dire que si vous voulez migrer 5 data centers et si vous voulez migrer une simple website, ce sera totalement différent. Un simple website, ce sera assez simple, mais si vous avez une application, une legacy application qui tourne sur du très vieux hardware avec des vieux software et beaucoup de dépendances intrinsèques, ce sera beaucoup plus compliqué qu'un simple site internet ou une simple application. Donc, si vous avez une startup, vous serez plus dans la partie haute de ce schéma. Et si vous êtes une entreprise, vous serez plutôt une grande entreprise depuis plus de 10 ans. Vous avez sûrement beaucoup d'IT engagés. Vous serez plutôt dans la partie basse de ce schéma. Donc, comme je disais, l'entreprise que vous êtes, si vous êtes une entreprise grosse, petite ou moyenne, ça va influer votre migration. Donc, par exemple, si vous êtes une grosse entreprise, ça va être intéressant d'avoir un espace de test pour vos développeurs. Par exemple, ils vont pouvoir tester des nouvelles technologies, s'améliorer. Donc, sur le long terme, ils vont pouvoir apprendre plus rapidement de nouvelles technologies. Et si, par exemple, en 2 minutes, ils peuvent lancer une instance, c'est mieux que dans certaines compagnies où ils doivent demander l'autorisation, ils doivent demander qu'on leur fasse une VDI avec les softwares spécifiques, etc., qui va prendre 2 jours et en fait, il aura 2 heures devant lui et au final, il va juste abandonner. Alors que s'il avait le cloud, il lancerait une instance, il installerait Docker ou la nouvelle techno qu'il veut tester et il testerait. Si vous êtes une grosse entreprise, donc vous avez généralement accès à des finances plus importantes que les autres, donc vous pouvez penser à mettre en place un disaster recovery et aussi prendre tous les nouveaux projets et les faire avec le cloud. Donc ça va permettre à votre équipe d'apprivoiser le cloud petit à petit et d'apprendre en conséquence. Si vous êtes une small medium business, ça peut être intéressant pour vous d'avoir un environnement de test dans le cloud et de prendre tous les nouveaux projets, de les mettre sur le cloud pour bénéficier de tout ce que le cloud apporte, notamment en termes de finances, c'est-à-dire on-demand, pay for what you use, et de facilité d'installation et d'usage pour vos développeurs. Peut-être que vous n'avez pas assez de finances pour faire un disaster recovery, mais vous pourrez quand même faire de la redondance. Voilà. Si vous êtes une startup, alors là, c'est complètement l'inverse parce que vu que vous êtes petit et agile, il faut vraiment profiter de ça et bénéficier de tout ce que le cloud apporte, c'est-à-dire
l'aspect pay for what you use, ça va vous éviter d'avoir un data center, d'acheter des serveurs. Et ça va vraiment vous permettre de tester plein de solutions parce que, bon, dans un monde où il faut innover tout le temps, et si vous voulez tester une solution, vous voyez si elle marche, c'est bien, vous continuez. Si elle marche pas, bah, vous revenez en arrière. Et ça, le cloud, vraiment bon pour ça. Bon, là, c'est un slide récapitulatif. J'imagine que dans l'audience, on est plus il y a plus de start-upers, donc c'est pour ça que j'ai mis la croix rouge. Mais globalement, c'est ce que nous, on conseille chez Outscale. Donc, pour récapituler tout ce qu'on a dit aujourd'hui, là, c'est probablement le slide le plus important. Donc, pourquoi passer au cloud? Donc, il y a 4 grandes raisons. Donc, il y a une raison business parce qu'on veut toujours être au niveau de la compétition. D'un point de vue technique, on veut toujours pouvoir adopter les nouvelles technologies. D'un point de vue humain, donc c'est vraiment adapté au DevOps. Et d'un point de vue financier, ça permet vraiment de réduire les coûts jusqu'à 80%. Pourquoi le cloud répond au challenge d'aujourd'hui? Donc, comme on a vu au début, time to market, c'est-à-dire le, le temps entre la décision prise dans la salle de réunion et que le client voit le produit est totalement réduit. Donc, on est vraiment dans une optique d'expérience utilisateur améliorée. On réduit les finances grâce au on-demand. Et peut-être l'un des plus importants, parce qu'en tant que manager, c'est quelque chose qui est vraiment frustrant, c'est que vos développeurs, je parle en tant que développeur, mais les gens de votre équipe, hein, travaillent vraiment sur votre business, votre cœur de métier, et pas sur votre infrastructure. Parce que je sais très bien que c'est frustrant en tant que manager d'entendre ces développeurs dire « Ah, bah, là, j'ai pas travaillé sur l'appli parce que j'ai eu des problèmes de database ou j'ai dû avoir affaire à ce genre de problème. » Et en fait, c'est pas leur travail. Donc, c'est délocaliser ce poids peut vraiment aider votre business. Donc là, Bill est passé au cloud. Il est très content parce que maintenant, il voit il peut vraiment plus facilement prévoir le stress de son infrastructure et mieux communiquer avec les gens de son entreprise et notamment le management. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et on va, je pense, passer à la phase de questions. Juste avant d'aborder la phase de questions, j'aimerais juste vous dire que Outscale est à Paris et on organise les Cloud Days. Donc, c'est un event qui regroupe plusieurs cloud providers. Donc, si vous voulez être sur Paris le 20 juin et que vous voulez en savoir plus et rencontrer des gens du cloud, allez sur clouddays.fr et c'est gratuit et vous pouvez vous inscrire. Merci beaucoup. Émilie, il faut que... Alors, is it secure to move to the cloud? Alors, c'est une question très, très demandée de la part de nos clients, surtout en Europe, parce qu'on a cette idée que le cloud, c'est pas safe. Mais en fait, c'est plus secure qu'on ne le croit. J'entends par là parce que quand vous passez chez un cloud provider, on vous sécurise deux aspects. On vous sécurise l'aspect physique, c'est-à-dire que vos serveurs ils sont en sécurité contre le feu, par exemple, contre les coupures d'électricité, contre les voleurs, ça peut arriver. Et aussi un point de vue sécurité informatique, c'est-à-dire qu'on va assurer que le cloud est sain et que vous avez des performances network et que importantes et que si quelqu'un essaye de pénétrer le cloud, eh ben on le verra et c'est nous qui prenons en considération tout. Ensuite, do you have to be super technical to move to the cloud? Alors, non, vous n'avez pas besoin d'être complètement technique pour aller sur le cloud. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Donc, à Outscale,
à Outscale, vous avez accès à des professionnels qui vous aident, qui viennent dans votre entreprise s'il le faut, et, qui forment votre équipe. Maintenant, c'est quand même mieux d'avoir une équipe de votre côté, une équipe de développeurs qui connaît un petit peu les concepts du cloud. C'est pour ça que j'avais dit consider support ou alors embaucher quelqu'un, au moins une personne qui connaît bien tout ça. Should I answer in English then, if it's in English? I work at a small startup and have limited resources. Is the cloud for me? How much do I have to budget? Alors, I work at a small startup and have limited resources. Bah, c'est justement l'intérêt du cloud en réalité, parce que passer au cloud avec des ressources limitées, c'est plus intéressant que d'acheter un data center. Si vous devez déjà choisir la location, l'endroit où vous voulez votre data center, acheter le matériel, ça va vous coûter beaucoup plus cher que directement d'aller chez un cloud provider et de payer vraiment que ce pourquoi vous utilisez. Si par exemple vous avez une application naissante ou un site internet récent, bah, vous n'allez pas avoir beaucoup de trafic, donc vous n'allez pas avoir besoin de beaucoup de ressources. Vous allez payer pour pour quelques cœurs et quelques gigas de RAM. Alors qu'en revanche, si votre application monte, eh ben, vous allez déjà être prêt pour absorber le workload. Voilà. Pour le hacking, c'est un faux problème. On déplace l'historique vers des serveurs au lieu de l'entreprise physique. Oui, alors pour le hacking en termes de sécurité informatique, c'est-à-dire que si vous avez dans votre entreprise les ressources nécessaires pour assurer la sécurité informatique de votre data center, c'est très bien. Bon, ça a un coût, parce que vous payez quelqu'un. C'était quoi Oui, bon, en termes de hacking, vous faites confiance soit à nous, à Outscale, soit vous avez aussi votre layer de sécurité, bien évidemment. C'est tout. Et en ce qui concerne, oui, après, bon, bien sûr, il y a l'aspect physique. C'est sûr que j'ai eu souvent ce débat avec des clients où on disait, ils ont leur data center, mais au final, généralement, ils louent un espace. Un data center, c'est généralement pas au moins un de leur, euh, de leur entreprise. Donc, ils louent un data center quelque part. Donc, quelqu'un d'autre a accès au final à la facilities. Je suis désolé, des fois, j'ai les mots anglais qui viennent et pas les mots français. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on finisse ce webinaire? Une dernière question de Guillaume. Donc, les clouds ont les mêmes problématiques que les entreprises. Faudrait détailler un petit peu cette question. Mais oui, mais en fait, si vous voulez, nous, on prend la responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, la personne, l'entrepreneur, en fait, il délocalise, vous l'avez dit, vous délocalisez le problème. C'est juste que c'est plus votre problème. Vous payez un service et vous ne vous en occupez plus. Voilà, c'est surtout ça, en fait. Hein. Payer un service. Mais à terme, ça reste plus intéressant parce que, comme on l'a vu dans le cas de Bill, en fait, vous devez deviner si demain, par exemple, vous êtes BuzzFeed et vous avez une vidéo, ce n'est pas un très bon exemple, mais vous avez un blog ou site qui fait de l'actu et vous avez un article qui devient viral. Si votre infrastructure elle n'est pas prête pour recevoir un trafic important, votre infrastructure va casser. Alors que si vous passez vers un cloud, vous avez délocalisé le problème, mais sauf que c'est plus votre problème et c'est le problème de quelqu'un d'autre de vraiment s'en occuper.
Et surtout dans une start-up, bah, vous avez souvent on a trois, quatre personnes et vous voulez pas qu'il y ait une ou deux personnes qui soient allouées à s'occuper de la santé des databases, quoi. Opaque. Ouais, détailler. Pourquoi les data centers sont-ils aussi opaques? J'avoue pas bien comprendre la question. Je vais essayer de la reformuler. Euh, Opaque dans le sens où on vous laisse pas savoir ce qu'il y a derrière. Mais si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il y a derrière, on est en termes de technologie, on utilise Cisco. Ah, je parle à haute scale, hein. On utilise Cisco, NetApp, tout ce qui est en termes de storage, donc c'est des Nexus, Cisco Blade. Euh, je pense que s'ils sont opaques pour des raisons de sécurité, pour ce qui répond un petit peu à la question d'après, parce que si on est aussi peut-être si on dévoile toutes les spécificités des data centers, on perdrait peut-être un peu d'intérêt. Est-ce que ça répond à votre question, Guillaume? Vous pouvez mettre oui dans le chat. Je vois le chat en fait. Alors, au niveau des softs, ni hardware, mais surtout l'usage des infos. Alors, l'usage des infos. Alors là, c'est très bonne question. Par exemple, à Outscale, donc on a beaucoup de clients français. Bon, on est un cloud provider français qui justement ont la problématique de ne pas vouloir donner leurs données à Amazon, Google ou Azure parce que ce sont des cloud providers américains. Ils ne veulent pas donner leurs données aux Américains, notamment parce que les Américains ont passé ce qu'on appelle le Patriot Act, c'est-à-dire que le gouvernement américain a accès à toutes les données de toutes les compagnies sur le sol américain. Sauf qu'en France, en France, chez Outscale, quand vous décidez que vos données soient stockées que en France, vous décidez que vos données soient en France. Et si vous voulez pas qu'elles soient répliquées sur les data centers US, elles ne le sont sur des data centers que en Asie, parce que vous voulez que vos data soient régies par les lois chinoises, eh ben, ce sera pris en compte. Et c'est vraiment, à un moment donné, le slogan de Outscale, c'était le cloud souverain. Et c'est ça c'était un de nos arguments principaux en France, parce que vraiment, vous restez souverain de vos données. Et donc, c'est vous qui décidez où vous voulez mettre vos données. Et c'est là où on se différencie par rapport aussi à d'autres clouds, parce que si vous allez chez Amazon, bah, souvent, vous ne savez pas où elles sont répliquées. Et aussi, bah, souvent, je sais qu'il y a des gens comme Auchan ou euh, d'autres retailers sur Internet, ils ne veulent pas donner leurs données à Amazon parce que ce serait un petit peu contradictoire. Voilà, j'espère avoir répondu dans la totalité à cette question. Une dernière question peut-être avant de terminer? De rien. Très bien. Très bien. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à Jean-Marie pour la présentation détaillée. N'hésitez pas à rentrer en contact avec soit moi, Émilie chez French Founders, soit Jean-Marie ou Outscale d'une manière générale sur les réseaux sociaux si vous avez d'autres questions. Et puis, nous mettrons à disposition le différé de ce webinaire pour que vous puissiez le reconsulter à loisir. Merci et bonne journée. Au revoir, merci.